C'est dans l'hémisphère sud, à Adélaïde, dans une ambiance paisible aux aires de campagne, que je débute à vélo ma route des vins dans le sud de l'Australie. Méconnue des visiteurs étrangers qui lui préfèrent le glamour cosmopolite de Sydney, la région d'Adélaïde est surtout réputée pour fournir à elle seule plus de la moitié de la production de vin en Australie. Et quand on sait que le pays est le 4e exportateur de vin au monde, autant dire qu'ici, le vin est une institution. Mais qu'en est-il de la relation que les Australiens entretiennent avec le vin? Pour répondre à cette question, je prends la direction d'Henley Beach, dans la banlieue ouest de la ville. Non pour profiter du soleil et de la plage, mais pour rencontrer Josh Tuckfield, un journaliste renommé du sud de l'Australie, spécialisé dans le vin. Hey, Josh. Bonjour, je suis Luna. Bonjour. Enchantée. Enchanté. On m'a dit que je devais vous voir parce que vous êtes une référence en matière de vin en Australie. Alors, d'où vous vient cette passion pour le vin? Eh bien, quand j'étais en France, il y a environ 15 ans, chacun voulait me présenter le meilleur de son terroir. On s'amusait alors à goûter des millésimes de notre année de naissance. L'année 78 revenait souvent, et lorsque j'ai goûté au Château Lafite 78, je suis devenu accro. Bien sûr que vous ne pouviez être qu'accro. Et c'est ce que j'ai recherché depuis. Mais dites-moi, le rapport au vin, est-ce qu'il est le même pour les Australiens et les Français? C'était effectivement le cas auparavant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transformation. Nous recherchons des vignobles et des cépages individuels, et nous retournons vers une culture plus naturelle. C'est ce qui se pratique en France depuis des siècles. Mais ici, ça fait juste 10 à 15 ans. Ah oui, donc c'est assez récent. Oui, mais le plus extraordinaire est que certaines de nos vignes sont parmi les plus vieilles du monde. Oui, j'en ai entendu parler, c'est incroyable. De très vieilles vignes qui n'ont pas connu le phylloxéra en fait. Non. Quelle chance, hein! Une chance que nous avons eue grâce à nos lois qui interdisaient d'introduire n'importe quoi dans le pays. Et c'est toujours le cas parce qu'ils m'ont bien embêté à l'aéroport, hein? Vous ennuyez? Oh oui! Ça n'avait rien de personnel. Non, vous n'avez pas de fruits, vous n'avez pas de graines. Non, j'ai rien. Vous n'avez rien? Allez-y, ma chère. Et quel est le vin le plus apprécié ici? Quel type de vin préfèrent les Australiens? Des vins boisés, des vins doux, corsés? Je pense qu'en ce moment, nous traversons une révolution en matière de vin. Nous avons une large palette de vins. Nous avons des chardonnays vifs et peu boisés. Nous avons également d'excellents chardonnays au goût riche et boisé. Les Riesling de Clear Valley sont complexes et atteignent leur plénitude après 20 à 30 ans. Le Shiraz, quant à lui, est un peu délaissé pour des vins de table plus méditerranéens. McLaren Vale produit du Sangiovese et du Sagrantino, qu'ils servent avec des petits plats qu'ils aiment. Des plats italiens et légers, bien sûr, et même des antipastis. Finalement, il y a beaucoup de vins parmi lesquels choisir. Tout ce que vous voulez, vous le trouvez. C'est génial. Ça m'a donné faim, j'ai soif aussi. On pourrait aller prendre un verre quelque part? Oui, bien sûr. J'ai réservé une table au Bacchus Wine Bar là-bas. Allons-y. Ah, c'est un endroit vraiment sympa pour prendre un verre. Quelle vue splendide. Commençons par un Riesling de Clear Valley. C'est le vin idéal pour cette occasion. Idéal avec un fish and chips et idéal sur la plage. Merci beaucoup, Josh. Je vous en prie, passez un bon séjour chez nous. Merci. Dès le lendemain matin, ma route des vins démarre sous le signe du voyage et du dépaysement. Départ pour Kangaroo Island, à 45 minutes de ferry depuis le continent.
Cette île est reconnue pour être l'endroit le plus incroyable qui soit pour observer la faune australienne dans son milieu naturel. Elle est également célèbre pour son vin et sa trentaine de wineries qui profitent d'un climat favorable pour la production de vins de qualité. Dès mon arrivée, je suis fascinée. Les paysages sont époustouflants. On y trouve toutes sortes d'animaux en liberté, des centaines de kangourous paisibles, plus de 250 espèces d'oiseaux, dont le perroquet blanc qui envahit les cimes des eucalyptus. Moment de grâce, ma promenade sur la plage de Seal Bay parmi la colonie de phoques australiens qui ont élu domicile sur la côte sud. Dans ce cadre idyllique, j'en oublierai presque ce qui a motivé ma venue sur l'île, le vin. C'est sur la péninsule de Dudley que j'ai rendez-vous avec Brodie Howard. Il est le winemaker du domaine Dudley et l'héritier de 5 générations d'agriculteurs de Kangaroo Island. Bonjour. Bonjour, vous êtes Brodie? Oui, bonjour et bienvenue. Hey, I'm Luna. Bonjour, je suis Luna. Nice to meet you. Bienvenue à Dudley Wines. Merci beaucoup. Wow. This is C'est so grandiose amazing. ici. Your island Votre is île est amazing magnifique and this et la site vue, is particularly c'est vraiment amazing. extraordinaire. The view is like do you Vous live vivez here? ici? Oui, j'ai vécu ici toute ma vie. Je suis de la 5e génération en fait. C'est Lucky fabuleux. you. And it's much Et il fait beaucoup chillier plus here frais than on ici the que sur le continent. continent. 2 Il y a days 2 ago, jours, I j'étais was à in Adélaïde Adelaide, and I felt et like, je sentais qu'il oh, faisait it's so chaud hot, et and ici, now il here fait un peu it's frais. like chilly. Oui, il fait plus frais qu'à Adélaïde. On est près de l'océan et c'est un peu venté. Yeah. That's good Et for c'est bon wine, pour le isn't it? vin, non? Oui. Oui, je crois qu'on en a la preuve. So, Alors, what comment about il your est, votre wine? vin? Eh bien, je vous propose de le goûter si vous voulez. Avec plaisir. Très bien, c'est par ici. Okay. Tu veux que je prenne les verres? That's such a C'est un endroit beautiful tellement place to have a magnifique pour drink. boire un Oh my verre. God. Oh, this is Mon Dieu, c'est unreal. fabuleux. Oh my God. That's C'est incroyable. Oh, I can't J'en believe reviens it. pas. No, this is, Et là, tu vois, c'est le moment que j'attendais. Merci, merci beaucoup. Thank you very much. It's so Il y a windy, I tellement have de to vent hold que je it dois down. tenir ton verre. And I noticed that J'ai you remarqué had qu'il y a the presque toujours des skull cap, capsules à vis sur les bouteilles de vin always australiens. on the Australian, I mean, most of the time on the Australian bottles. And On m'a dit que ça venait this d'Australie actually comes d'ailleurs. from Australia, I Tu sais heard. d'où vient cette Do you know habitude de where ne pas this utiliser habit de comes bouchon en to liège? not use cork, but, C'est une invention fantastique. On l'adore. Ça fait environ 10 ans que nous l'utilisons. Et le vin est bien préservé. oh, Ça ne dénature pas le vin. Vous mettez le vin en bouteille, il reste intact. so. Ok, voyons ça. C'est une cuvée 2006 qui a donc un peu vieilli. Oui, je vois que la robe tend légèrement vers le grenat. A little bit going on the crimson. Yeah. Oh. C'est poivré, épicé, on sent bien la note de fruits. Très agréable. Bravo. Merci. Dis-moi, on sent que c'est très aéré ici. Quel impact a le climat sur le vignoble? La fraîcheur fait que la période de maturation est rallongée. Et d'après moi, ça accentue l'arôme fruité. Du coup, vous récoltez plus tard que sur le continent? Oui, tout à fait. En général, environ un mois plus tard que dans la région d'Adélaïde. C'est vrai, la maturation est plus longue.
Tu sais quoi? J'aimerais beaucoup voir ton vignoble. On peut le visiter? Oui, aucun problème. Nous pouvons y aller maintenant. C'est loin? Est-ce qu'il faut y aller en voiture ou... Oui, c'est environ 10 minutes en voiture. Ok, 10 minutes, c'est rien. Je te propose d'aller voir le vignoble et la oignerie qui se trouve sur une autre de nos fermes. D'accord, allons-y. C'est parti. Quand en 1994, Jeff Howard, le père de Brody, décida de planter 2 hectares de vignes, il n'imaginait pas que 20 ans plus tard, le vignoble atteindrait plus de 20 hectares. Une progression qui symbolise le succès des vins de Kangaroo Island et leur adaptation au climat frais. Voilà, on est arrivé au vignoble. Tu vas peut-être avoir froid. Non, t'inquiète. Il fait plus chaud ici, on sent qu'on est plus dans les terres. Oui, en effet, la côte est à environ 6 km d'ici. Le vent est un peu plus chaud. Oui. Et donc ici, nous avons le chardonnay. Ici, c'est le Shiraz, le Riesling et le Cabernet par là. C'est vous qui avez le plus vieux vignoble de Kangaroo Island, non? À vrai dire, je ne suis pas sûr qu'on est le plus ancien. Mais en tout cas, nous avons ouvert la première winery. Et nous avons été les premiers à commercialiser du vin par ici. Comment ça se passe pour produire du vin sur une île quand vous êtes face à ce continent réputé pour sa production vinicole? Comment est-ce que vous commercialisez votre vin? Est-ce que c'est plus compliqué? Ce n'est pas facile de commercialiser du vin, peu importe où vous êtes. Il faut encore que Kangaroo Island devienne une région viticole reconnue. Mais si nous continuons à produire du bon vin, j'espère que cela viendra avec le temps. Le climat est très varié par ici. Kangaroo Island fait à peu près 200 km de long. C'est une grande île. Oui. Et donc on fait partie d'une région viticole qui s'étend, disons, de McLaren Vale à Clare Valley et qui englobe 4 ou 5 domaines viticoles. C'est énorme. Ici, nous bénéficions d'une grande variété de climats et de types de sols. Nous sommes sur du calcaire, de la marne rouge. C'est bon pour la vigne. Oui, c'est mieux qu'un sol limoneux et très argileux. Donc oui, il y a pas mal de variétés. Quand est-ce que vous allez vendanger? Le Shiraz sera récolté dans environ 2 mois. Pour le reste, je dirais que ce sera dans plus d'1 mois. Vous avez une cave sur ce site? Oui, notre cave la plus proche est à environ 50 mètres. Ah, je peux la voir? Oui, bien sûr. Génial. Luna, bienvenue dans notre cave. Wow, ce mur! Ces pierres, ça maintient la fraîcheur. Oui. Même lorsqu'il fait très chaud, ça reste à environ 16 degrés. C'est bien. Peu importe le temps qu'il fait dehors. Oui, la température reste constante et c'est ce qu'on recherche. Ça, c'est une belle cave. Tu m'as dit qu'on était à combien de la mer? Oh, environ 6 km à vol d'oiseau. Oui, c'est assez près en fait. Il y a des otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande, si ça vous intéresse. Des lions de mer? Ah oui, j'adorerais voir ça. C'est des petites bébêtes très sympas. D'accord, super. On n'a qu'à y aller en quad, ce sera plus facile pour y aller. Sur un quad? J'adore l'idée. Je quitte le vignoble pour traverser un domaine qui semble s'étendre à l'infini. À moi les grands espaces et les paysages spectaculaires d'une Australie naturelle et sauvage. Je m'élance sur les pistes de brousse avec un sentiment de liberté absolue vers la péninsule de Fleurieux.
Sous chaque falaise sauvage balayée par les vents se trouve une petite baie abritée ou un incroyable spot de surf. Cette fois, c'est le spectacle d'une petite colonie de lions de mer qui se prélasse au soleil. Je comprends aisément la fierté que peut éprouver Brody à vivre en osmose avec la nature et produire du vin dans un environnement aussi paradisiaque. Sur les conseils de Brody, je décide de poursuivre ma découverte nature par une expérience inoubliable. Et si ces indications se révèlent bonnes, c'est à Kingscote, sur la Bay of Shoals, que j'ai de très grandes chances de réaliser mon rêve d'enfance. Bonjour Luna, comment ça va? Bien et vous? Vous êtes prête à passer à l'action? Oui, je suis tellement contente. Allons-y. Après une bonne demi-heure à observer l'horizon, je tombe enfin sur un clan d'une dizaine de dauphins. On prête souvent aux dauphins un caractère sociable. Certains choisissent le contact avec l'homme. J'ai une chance inouïe de tomber aussi rapidement sur un groupe sauvage, mais joueur. Sans plus attendre, je me jette à l'eau et en quelques secondes, je me sens submergée par une émotion immense, comme hypnotisée par la présence de ces mammifères marins. Je nage littéralement dans le bonheur. Il est temps pour moi de reprendre ma route et rejoindre le continent, laissant derrière moi les souvenirs impérissables d'une île à la beauté sauvage et spectaculaire. Retour à Adélaïde. La transition avec cette ville tranquille, humaine et à l'atmosphère calme se fait tout en douceur. Prochaine étape, la visite de la maison Penfolds. C'est à 15 km du centre d'Adélaïde que se trouve McGill Estate, la maison mère de ce domaine qui débuta son aventure viticole au 19e siècle. C'est ici qu'est produit et vinifié le mythique Grange Hermitage, un Shiraz considéré encore aujourd'hui comme le plus grand vin de l'hémisphère sud. Une cuvée mythique et remarquable, réputée à travers le monde comme l'une des plus jolies empreintes australiennes proposées par le Shiraz. Pour découvrir les secrets de ce nectar des terres australes, j'ai rendez-vous dans les chais avec Peter Gago, le chef winemaker de Penfolds. Bonjour Peter. Bienvenue à la cave de Grange, à McGill. Merci beaucoup. Comment ça va? Très bien, merci. Désolé, vous me surprenez en plein travail. Vous faites des contrôles? Oui, nous avons ici le Grange 2012 en barrique. Nous sommes actuellement à McGill et pour tout vous dire, nous sommes sous la winery. Toute cette partie est sous la terre. Ces caves datent des années 1800, donc la période coloniale de l'Australie, avant la colonisation.
Avant la conservation par le froid, nous devions tout stocker sous terre. C'est un peu comme ça en Champagne, mais pour d'autres raisons. Je vais vous montrer l'étendue de ce souterrain. Nous allons accéder à une autre cave où nous conservions les bouteilles lorsque tout était produit ici, à McGill. Mais maintenant, nous y conservons seulement les barriques de Grange. Nous fabriquons certains des éléments ici, mais la winery Penfolds de la Barossa Valley reste le moteur de Penfolds. Les premiers bins se trouvent là, juste devant vous. Le vin est mis en bouteille et ensuite entreposé ici, en attendant l'étiquetage. Le vin vieillit en bouteille et sera vendu plus tard. Le bin est un vin prévu pour un stockage souterrain. Le Penfolds Bin 95 était également entreposé dans ce chai, en bouteille et en barrique. Donc si par chance j'arrive à trouver mes clés... On est comme dans une banque ici, hein, c'est hyper sécurisé. Oui, en effet, et c'est nécessaire. Même si nous sommes sous terre, on ne sait jamais. Nous avons plusieurs dispositifs de sécurité ici. Le prix de ces barriques doit être... Ça vaut des centaines de milliers. Si vous multipliez 300 litres par 4 tiers, vous obtiendrez le nombre de bouteilles. Comptez ensuite $600 par bouteille et vous arriverez à plus de $200 000. D'accord, donc il ne faut pas se faire cambrioler. Nous ne voulons pas que ça arrive. Merci. Après vous. Regardons cette collection de crus Grange. Si j'allume un peu, vous verrez les bouteilles originales qui ont des étiquettes dactylographiées au contour cranté. C'est ce que nous appelons l'étiquette Grange de type timbre-poste. Ah oui. Ils portent différents numéros de bins car à cette époque, ils étaient stockés dans différents bins. Ah, c'est pour ça. Ce n'est qu'un peu plus tard que nous avons commercialisé le bin 95 et aujourd'hui ça s'appelle toujours le Shiraz Grange bin 95. Et vous les avez tous ? Tous les différents millésimes en effet. Ça, c'est le premier ? 1951 est le premier millésime. Et c'est un vin très cher puisqu'il est très très rare. Il n'y avait que quelques barriques produites pour ces premières cuvées. Maintenant, je vous propose de participer à l'assemblage d'un vin. Je vous expliquerai comment on procède. Quittons le souterrain et remontons à la surface pour expérimenter l'art de l'assemblage. C'est parfait. Je vous suis. Voici Steve Lienert, le chef winemaker de Penfolds pour le vin rouge. Bonjour, enchanté. Enchanté. Nous en sommes à la finalisation du processus, au dernier affinement de cet assemblage de Grange. Si vous voulez bien vous asseoir, j'aimerais vous faire participer à cette dernière étape. Oui, nous allons faire quelques essais. Nous avons obtenu l'assemblage que nous recherchions. Mais Steve a 2 composants de Kalimna qu'il voudrait nous présenter. Et nous allons tenter de découvrir s'il existe une différence marquée entre ce vin qui nous satisfait déjà. Donc ça vient de là. Tout à fait, oui. Et celui-là vient de là. Vous pouvez déjà imaginer le résultat que vous obtiendrez en ajoutant un peu de ceci ? Oui, de petites quantités de différents cépages peuvent vraiment faire une différence. Ça peut ajouter une note plus fruitée, ou plus complexe, ou un peu plus d'ampleur. Et donc même en petite quantité, la différence peut être considérable. Vous avez d'un côté l'arôme et de l'autre la structure. L'assemblage va permettre une synergie, la somme de toutes ces parties. Avec l'intervention de Steve, un ajout de 1 ou 2% peut faire une grande différence. Ce sera une légère différence au départ, mais qui s'accentuera avec le temps. Allez, essayons. Commençons par goûter le premier vin qui nous plaît déjà bien. Si nous n'avions pas tout ce matériel, nous serions déjà satisfaits avec celui-ci. Mais nous en voulons toujours plus. Toujours plus d'excellence. Celui-ci a un petit pourcentage de bloc 4. Et vous pensez que ça nécessiterait un petit peu plus de... C'est déjà grandiose. C'est ma première dégustation d'un Grange et je dois dire qu'il me va déjà très bien comme ça. C'est un bon début. Comparons avec celui-ci. C'était l'assemblage 1 et ici c'est l'assemblage 2. D'accord. Prenons. Comme nous le disons souvent, tout est relatif dans la dégustation de vin.
Son goût sera perçu par rapport à un autre vin. Nous sommes très très heureux de cet assemblage. Mais nous pouvons l'améliorer comme le rendre moins bon. C'est dur de savoir avant d'y avoir goûté. Ce que nous effectuons ici n'est qu'une des centaines d'opérations nécessaires à son élaboration. L'art de l'assemblage regroupe 3 compétences, l'expérience du vignoble, la mémoire sensorielle et la créativité. Avec Peter et Steve, je participe dans une atmosphère quasi religieuse à l'élaboration d'un vin riche et harmonieux. Un seul but, trouver l'alchimie parfaite. En fait, je préfère l'assemblage numéro 2. J'étais vraiment dépitée de le cracher. Bien. D'après Steve et ses critiques, il n'y a pas beaucoup de différence au niveau du nez. C'est pas énorme. Donc en termes d'arôme, on peut choisir n'importe lequel. C'est plutôt en bouche qu'il est plus... C'est plus ample, plus persistant et plus profond. Exactement. Goûter à ces vins qui ont un tel potentiel est une chose. Voir ce qu'ils deviendront, seul le temps nous le dira. Bon, maintenant, pourquoi ne ferions-nous pas une vraie dégustation avec une bouteille de Grange? Luna, nous allons laisser Steve à ses assemblages. Nous avons bien travaillé et pouvons passer à la dégustation. J'adorerais. Je le mérite, non? Vous trouvez pas que je le mérite? Je le pense, oui. Magnifique. Merci beaucoup, Steve. C'était très intéressant. Passons à la dégustation. À plus tard. Au revoir, merci. L'expérience fut unique. Élaborer un vin repose sur une grande connaissance du domaine, de ses vignes et de ses sols. En me dirigeant avec Peter vers la terrasse, je repense à la fabuleuse histoire de ce domaine, créé par le docteur australien Christopher Rawson Penfold. La première vocation du Grange fut de soigner les malades, mais ce vin se révéla si digne d'être dégusté que le bon docteur est devenu vigneron. Jamais un remède n'aura procuré autant de plaisir. Sur la terrasse, face aux vignes et à Adélaïde, le Grange prend une toute autre dimension. J'ai cette sensation de partager un moment rare. Est-ce que cet instant n'est pas parfait, franchement? Absolument. Santé. Santé. Merci beaucoup, Peter. Avec plaisir. À 30 minutes à peine du centre-ville d'Adélaïde se trouve Adelaide Hills, une région viticole de premier plan et l'une des plus anciennes en Australie. C'est aussi une campagne belle comme dans les livres de contes quand la lumière rasante éclaire ses paysages. Une région qui offre également ce qu'il y a de mieux en matière de gastronomie. Le restaurant du domaine de Petaluma, le Bridgewater Mill, en est le parfait exemple. Son chef, Zach Ronayne, a la réputation de cultiver lui-même son potager et de s'inspirer de plusieurs influences culinaires, japonaises, françaises et méditerranéennes. Bonjour, Zach. Luna, comment allez-vous? Bien, merci. Quel beau jardin vous avez. Vous avez réussi à me trouver? Oui, on m'a dit que vous seriez en train de cueillir les légumes que vous allez cuisiner pour moi aujourd'hui. Oui, nous pouvons vous préparer quelque chose aujourd'hui. Je pense faire un chevreuil poêlé, servi avec quelques tomates, des radis, du concombre et du cresson du jardin. Qu'en pensez-vous? Formidable, j'ai déjà faim. Il faudra m'aider à cueillir les légumes. J'adorerais. Je suis une jardinière dans l'âme, vous savez. Bon. Tout ce qui pousse dans ce jardin est bio. Et tout est plein de vie, très juteux et très doux. Fantastique. Un radis pastèque, Un radis pastèque? Je connaissais pas. une tomate verte zébrée. Je peux la prendre? Oui, bien sûr. Il y a quelques radis ici qu'on peut cueillir. Là, c'est un jeune concombre. Nous en prendrons quelques-uns pour notre salade. Et je pense que ça suffira. Ah, c'est ici votre territoire. Hein? Bienvenue dans ma cuisine. Merci. Alors, je vais vous préparer un chevreuil poêlé en croûte d'algues. Et on le servira avec quelques tomates, des radis du jardin et tout ce magnifique cresson et ses fleurs. Je dois d'abord émietter l'algue. Nous utilisons le kombu, une algue japonaise.
du sel noir volcanique, Du sel noir? J'en ai jamais vu. cette viande provient de Andor Venison, à Adelaide Hills. Je la mets toujours au menu, car elle est maigre et incroyablement tendre. Elle a l'air extrêmement tendre. On pourrait la couper avec une cuillère. On enrobe toutes les faces de la viande. La poêle est brûlante et la viande sera saisie en surface. Et vous allez la laisser saignante au centre? Oui. Merci. Je vais à présent la cuire au four. Pourquoi est-ce que vous faites cuire la viande à la poêle puis ensuite au four? Pour que l'extérieur prenne des couleurs. Vous devez donc saisir l'extérieur et ensuite finir la cuisson au four. Regardez, C'est magnifique. Ça me donne faim. c'est une bonne récolte du jardin. Nous allons utiliser le mirin. C'est du vinaigre de riz. Je vois que tout ce que vous utilisez pour l'assaisonnement est japonais. D'où vous vient cette influence japonaise? Les grands-parents de ma mère vivent au Japon. Ah, d'accord. Et ils ne rajoutent rien qui puisse dénaturer la saveur de l'aliment. C'est parfait. L'acidité, la douceur. Ah, la viande. Magnifique. Si mince. Transparent. Et c'est sucré. Je dispose tout ça sur l'assiette. C'est une façon de faire typiquement japonaise, ça. D'arranger les couleurs pour avoir toujours du rouge, du vert, du blanc. Vous dégustez avec vos yeux. Et visuellement, ça doit être attirant pour le regard. Ça l'est, je pourrais manger ça rien que comme ça. La viande est prête. Et je vais essayer de la trancher aussi finement que possible. C'est comme ça que je l'aime. Plus c'est fin, plus on sent la saveur, n'est-ce pas? En effet, un peu plus de cresson, de l'assaisonnement pour finir, et le plat est prêt. Mangeons. Là, je vais manger. Et voilà. Merci beaucoup, c'est magnifique. Alors, quel est le vin qu'on a? Kunawara. C'est parfait, c'est une région que je n'aurais pas le temps de visiter. Je suis contente de pouvoir goûter un de ces vins. C'est un de nos grands crus. C'est le millésime 2003 de Kunawara, 50% Cabernet et 50% Merlot. C'est délicieux. Je n'avais jamais fait ce plat auparavant. C'est vrai? Je l'ai fait juste pour vous. Oh. C'est fabuleux, merci beaucoup. Merci Zach. Ce fut un plaisir. La simplicité de cette recette de chevreuil est d'une délicatesse et d'une élégance rare. La cuisine de Zach est inoubliable car elle est sincère et sans artifice. À moins de 2 heures de route d'Adélaïde, c'est la région de la Barossa, la capitale australienne du vin. Rien de mieux que de prendre de la hauteur en montgolfière pour découvrir cette région réputée pour ses collines et ses vallées luxuriantes. Tout le monde est prêt? On y va. Juste quand il faut. Oh mon Dieu. Voler en montgolfière procure une sensation unique, celle de flotter librement dans les airs.
Le calme et le silence nous accompagnent. Je vis un voyage émouvant avec un panorama à 360 degrés au-dessus des 80 caves qui s'étendent sur 12 500 hectares de vignes. C'était fantastique, Michael. C'était un plaisir. Toujours dans la Barossa se trouve l'Eden Valley, l'une des régions phares de l'Australie du Sud. Dominant la Barossa Valley, son paysage est constitué de reliefs doux, de collines aux formes généreuses. C'est donc en toute logique que je décide de rendre visite à Prue Henschke, la viticultrice et propriétaire de l'un des grands noms du pays, dont l'histoire épouse étroitement celle du vignoble australien. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. J'ai rendez-vous avec Prue. Je suis Luna. D'accord, je vais la chercher. Merci. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Comment allez-vous? Bien. Je suis ravie de visiter votre vignoble. Il est très ancien, il a une belle histoire. Oui, c'est certainement l'un des plus vieux de la région. La cave date de 1863. C'est à cette période que les premiers vins ont été produits. Allons à la cave, je vais vous montrer. Le domaine de Henschke est l'une des rares propriétés australiennes à avoir conservé des méthodes de vinification ultra traditionnelles. Prue s'appuie sur les principes de la viticulture biologique et certaines pratiques biodynamiques, avec une attention particulière portée à la qualité et à la santé des sols. En cave, on privilégie les élevages longs en grands contenants pour les rouges, afin de conserver et d'affiner le fruité mûr et expansif des vins. Les blancs sont élevés en cuve avec le souci de conserver la fraîcheur et la finesse des saveurs. Le point d'orgue du domaine reste son fameux Hill of Grace, l'un des vins les plus recherchés et les plus chers d'Australie. Voilà, nous sommes dans la salle de dégustation. Merci. Asseyez-vous ici. D'accord, merci. Nous avons disposé quelques vins ici et pour ce qui est de Hill of Grace, nous commençons toujours par le décanter. Essayons celui-ci. Je vais vous montrer l'étiquette. Vous voyez, c'est la cuvée 2006. Hill of Grace est le nom du vignoble et c'est également le nom du vin. Le nom du vin, d'accord. Voilà. La couleur est si intense. Oui. Très sombre. Oui, c'est vraiment une année riche. Certains arômes prédominent, comme des épices asiatiques, le 5 épices. J'ai un peu de réglisse peut-être aussi, non? Oui, oui, et de l'anis. Il aurait presque un côté charbonneux, hein? Une touche de fumée. C'est possible que ça vienne du chêne. Il y a une très forte empreinte de cannelle et de cardamone, propre à notre vignoble. Oui, la cannelle. Oui. Vu que vous cultivez d'une manière biologique Et même biodynamique. Est-ce que vous sentez une différence de goût entre ce que vous produisiez avant et maintenant que vous utilisez cette nouvelle technique de culture? Est-ce que ça change quelque chose en termes de goût?
Je pense que la culture biologique nous permet d'obtenir un meilleur équilibre dans la vigne. C'est un mélange de plusieurs choses. Nous utilisons le compost et le paillage sous les rangs de vignes pour ne pas utiliser d'herbicides. Nous utilisons des vieilles souches pour une culture pérenne. Tout cela contribue aux caractéristiques du vin produit dans notre vignoble. Je suppose qu'on peut le résumer en un mot, biologique. Mais c'est un système très complexe. Oui, j'imagine. En effet, cela améliore vraiment l'équilibre de la vigne. Dès que vous ajoutez ces éléments au vignoble, la croissance de la vigne sera plus équilibrée et donnera de meilleurs fruits. Oui, c'est super. Merci beaucoup, Prue, pour ces explications. Je vous en prie. Et c'est un vin fantastique. Merci. Et peut-être que vous aimeriez visiter le vignoble. J'adore ce vin. Alors, je veux bien que vous montriez comment vous réalisez cette magie. D'accord. Donc c'est pour le Grace. Ce panneau explique que nous devons utiliser le pédiluve. Nous n'avons pas de phylloxéra et nous essayons de protéger le vignoble de ce petit insecte. C'est le bain de pied où nous devons passer. Oui, c'est pour ça que vous avez des pieds de vigne de 150 ans, alors qu'en France, nous n'avons plus rien qui date d'avant la fin du 19e. Exactement. Quels autres traitements avez-vous contre les insectes dans la mesure où vous n'utilisez pas de produits chimiques? Nous utilisons le dipel. C'est un spray composé de bacilles de Thuringe. C'est une bactérie qui tue l'insecte qui l'ingère. Donc, c'est un spray très efficace pour les deux types d'insectes que nous avons. Et c'est naturel, puisque c'est une bactérie. Naturel, oui. Nous plantons aussi des espèces indigènes dans le vignoble. Nous avons le Boursaria spinosa, un arbuste qui donne des fleurs blanches au moment de la floraison des vignes. Et ça aide à attirer les insectes bénéfiques. Il y a toute une variété d'insectes bénéfiques qui nous aident dans ce combat, comme les guêpes, les chrysopes, les coccinelles. Donc ils font leur travail. Oui, c'est un écosystème qui s'autorégule. En termes de fongicides, nous utilisons simplement Ecocarb, une sorte de bicarbonate de soude. C'est un produit extraordinaire. Parfois, nous utilisons du lait. Du lait? Oui. Pourquoi faire? Pour la même raison. C'est un très bon fongicide, un des meilleurs. La qualité des vins de Henschke vient en grande partie de la qualité du terroir, de l'âge des vignes et du désir qu'ont ses propriétaires de nourrir la terre de façon naturelle. Donc, si je sais faire du quad, je peux conduire cet engin? Bien sûr. Vous le mettez en marche. Vous sélectionnez votre vitesse. Et puis, vous appuyez sur le bouton magique sur le côté. Il fonctionne là? Allez-y, on va voir. Tout va bien derrière? Voilà, ça marche. C'est parti. J'éprouve une grande joie à participer à l'épandage de produits organiques à base de compost naturel pour préserver l'une des plus belles parcelles de vignes de l'Eden Valley, âgée de plus de 150 ans. Après Kangaroo Island, Adelaide Hills, la Barossa et l'Eden Valley, ma route des vins me mène à 1 heure au nord de la Barossa dans la région de la Clare Valley, où la beauté des paysages est encore une fois à couper le souffle. L'un des vignobles les plus emblématiques de la région est le Seven Hill Cellar.
Connu pour ses vignes florissantes, ce domaine a été fondé par les Jésuites en 1848 pour en faire du vin de messe. Désormais, il est consommé par tous. C'est le dernier endroit en Australie où des Jésuites fabriquent du vin. Les 46 hectares de vignes protégés par l'Église sont dirigés par le frère John May, maître du domaine depuis 1972, et c'est avec lui que je compte visiter la propriété. Bonjour, frère John May. Bienvenue à Seven Hill. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, enchanté. Enchantée également. Alors, c'est un endroit vraiment ancien ici. En effet, le vignoble date de 1851. Wow. Un siècle et demi, hein? Oui. Là où nous nous tenons, la construction date d'environ 1870. Et la cave de 1860. Beaucoup de pierres utilisées pour la construction proviennent des carrières. Oh, je vois. Toutes les pierres de cette partie viennent de la propriété. Lorsqu'ils sont arrivés, il y avait de l'eau et des pierres. Ces deux choses. Et c'est tout ce qu'ils avaient. C'est tout. C'est magnifique. Donc, nous avons une grande et longue histoire. Cette cave est assez unique parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ce type en Australie. Combien de personnes travaillent ici? Alors nous sommes 20 en tout, avec le personnel du vignoble. Vous avez l'administration et le personnel sur le terrain, ceux qui travaillent dans le vignoble. Ensuite, nous avons les employés du chai, c'est-à-dire l'œnologue et ses assistants. Pour la toute première fois, notre œnologue est une femme, ce qui représente une grande avancée. Ah oui. Pour les femmes, bien sûr. Mais ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de femmes travaillent dans l'industrie du vin. La prochaine cuvée sera ma 50e ici à Seven Hill. Oh, il faut fêter ça. Je suis arrivé ici en 1963 et on est en 2013. Donc on pourra ouvrir une bouteille de bon champagne pour marquer l'événement. Une bonne bouteille de bon champagne. C'est incroyable. Votre 50e cuvée. En haut, nous avons une salle de dégustation ouverte aux clients. Souhaitez-vous déguster le Saint Aloysius? Oui, avec plaisir. Après vous, Luna, après vous. Ah, un ancien pressoir. Il est très ancien, celui-là. Les vins de Seven Hill ont, comme le frère John May, la réputation d'avoir à la fois du corps et de la subtilité. C'est peut-être la raison de son succès, avec plus de 40 000 visiteurs qui passent chaque année par ses caves. Dans le regard du frère John May, on perçoit une grande affection pour son vin. Surtout quand il s'agit de la cuvée Saint-Ignace, alliance de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Malbec et de Cabernet Franc. Ici, tous les crus portent des noms de saints. C'est pour lui une manière plutôt épicurienne de participer à la propagation de la foi. Santé! Santé! Je termine ma visite du domaine de Seven Hill en bonne compagnie, dans une ambiance bucolique dont les missions religieuses ont le secret. Des vignes à la crypte, ce sont plus de 150 ans d'histoire qui défilent. J'ai fait une réservation ici, en haut à droite. À droite, dans le coin là-bas. Après 50 ans ici, je pense que j'ai peut-être mérité une petite place là. Oh, vous avez encore le temps! Après avoir parcouru les 4 vallées viticoles principales de l'Australie méridionale, je prends conscience à quel point le vin est affaire de tous. L'Australie possède un terroir, une histoire et un avenir certain dans la viticulture mondiale. Pour finir cette route des vins, je ne voulais pas partir de ce pays sans poser mon dernier regard
sur la culture aborigène, sachant que pour ce peuple, comme pour tous les viticulteurs que j'ai croisés sur ma route, la terre est absolument cruciale. Elle est au centre de leur vie matérielle et spirituelle. Hey. Bonjour Quentin. Comment ça va? Bien, merci. Enchanté. Enchanté. Oui, ravi. Et voici mon neveu Christopher. Christopher, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Les derniers kilomètres étaient tellement magnifiques. Quand on commence à voir les falaises, c'est vraiment beau. Vous savez, on appelle ça les Red Banks. Les Red Banks, c'est le nom du secteur. De l'endroit où nous sommes. Nous allons avancer un peu plus loin par là. Parfait. J'ai apporté mon éventail parce qu'il va faire 40 degrés aujourd'hui. Oui, le soleil va être brûlant. Alors, vous voulez entendre mon neveu jouer du didgeridoo? Ah oui, bien sûr. Vous savez, avec ces instruments, les gens peuvent faire des vibrations de plus en plus hautes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les musiciens jouent avec différents instruments pour pouvoir monter dans les gammes. Et qui fabrique le didgeridoo? L'instrument est fabriqué par quelqu'un qui ne fabrique que des didgeridoos? Oui, ça vient du nord du pays, de l'Australie. Et certaines personnes obtiennent la permission de jouer du didgeridoo. Elle est accordée par les différents groupes. Ah, d'accord. Oui, mon neveu a eu la permission de quelqu'un à Adélaïde qui lui a appris à en jouer. Ah, donc il faut obtenir une permission. En effet. Je savais pas, c'est très traditionnel. Oui, oui. À travers le didgeridoo et son souffle continu, c'est la célébration du mythe de la création. Une manière pour les aborigènes de démontrer leur attachement viscéral à la terre. Bercé par ce son puissant et lancinant, je m'offre un dernier instant face à l'Outback et son désert de terre rouge. Un paysage envoûtant qui marquera pour toujours ma route des vins dans le sud de l'Australie.